Notre sujet multimédia est consacré cette semaine à un monument immatériel de notre patrimoine, la cuisine. Nous sommes à la veille des 35e Journées européennes du patrimoine et elles sont dédiées cette année à l'art du partage. Quoi de mieux qu'un repas, un bon repas pour incarner cette notion? Et quand les réseaux sociaux s'en mêlent, la fameuse tablée à la française devient un immense hashtag coloré. Mon assiette, mon patrimoine, c'est le titre de votre reportage, Christine. Oui, un hashtag qui fait cliquer 1 milliard de fois par mois sur Facebook et qui totalise 250 millions de posts sur Instagram. Ce phénomène, c'est le food. Effectivement, moi je dis le food. Il y en a qui diront la food, mais effectivement on ne dit plus la cuisine. Voilà, on a bien compris. En 2018, on ne dit plus la cuisine sur les réseaux sociaux, Guillaume Erner. Pauline Juliano, que l'on vient d'entendre, alias Mademoiselle Food Geek and Love, est l'une des foodistas les plus actives de Paris. Quand je mange que des soupes, par exemple, je ne vais pas partager mes soupes. C'est moins glamour qu'une belle salade en plein été colorée. Et voilà, il faut que ça soit beau. Aujourd'hui, une assiette qui n'est pas belle, elle va être moins populaire qu'une assiette qui est très peps. C'est l'image qui compte avant tout et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément la réalité. Donc c'est la même chose pour le domaine de l'alimentaire. On peut suivre une personne qui va poster des photos merveilleuses et qui pour autant ne sait pas cuisiner. C'est embêtant. Alors on peut voir enfin à quoi ressemblent les plats des chefs étoilés, gratuitement, oui, mais sans le goût. Quel est l'intérêt, si ce n'est égocentrique, se demande Mathieu Aussudre. Il est food addict, fan de la vinaigrette de sa grand-mère, également chercheur en histoire de l'alimentation. Quel est l'intérêt de le partager? C'est-à-dire on va partager à des gens qui n'ont pas partagé ce moment avec nous, qui ne savent pas du tout dans quel contexte il a été pris, quels avaient le goût des aliments, si c'était bien, si c'était pas bien. Et la piste intéressante, selon lui, serait de développer la connaissance de notre alimentation plutôt que sa publicité. Savoir un peu mieux ce qu'on mange, en fait. Ce qu'on mange et d'où l'on mange. D'où l'on mange. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est pas un acte anodin, c'est un corps étranger qu'on intègre à l'intérieur de soi. Ça a une très très grosse portée symbolique. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'émissions de cuisine qui parlent de l'histoire de l'alimentation, de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et sur franceculture.fr, Mathieu Aussudre nous raconte pourquoi ce sont toujours les plats de nos grands-mères qui sont les meilleurs au monde, c'est bien connu, et aussi comment la bourgeoisie française a inventé le restaurant. Et alors vous, Christine, parce que vous êtes une nouvelle foodista, toute nouvelle. Vous voulez nous faire partager une table. Votre intérêt s'est porté sur Tamam Kitchen, une adresse montante à Paris. Elle est tenue par une chef pour qui la notion de patrimoine rime d'abord avec universel. Oui, référence à l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était en 2010 et qui fait toujours débat aujourd'hui autour des notions de cuisine élitiste et ou populaire. Alors cette chef cuisinière que je connaissais s'appelle Nourdaneh Boursier. Elle se définit comme une éternelle migrante, kurde de Turquie, a vécu au Brésil, en France, avec toujours la cuisine en fil rouge. Elle s'est formée à l'école d'Alain Ducasse avant de monter, il y a 1 an et demi, son propre restaurant à Paris, Tamam Kitchen donc, qui affiche ce sous-titre presque comme un slogan, histoire d'épices et de migration, le tout au pluriel. Nourdaneh Boursier. C'était exactement au moment des élections de la campagne électorale, quand j'ai ouvert Tamam. Et la question des migrants et des réfugiés était au cœur des débats. Et donc quand j'ai écrit Histoire d'épices et de migration, ça a vraiment créé des émotions dans la rue. Et en fait, je me disais à ce moment-là, peut-être une façon d'expliquer que nous sommes tous des mélanges et que notre cuisine est un mélange. En regardant une assiette, on voit bien que voilà, rien n'était gaulois avant presque. L'important, c'est de savoir que ce patrimoine n'est pas figé, que ça ne sert à rien de le figer, parce que les gens bougent, soit pour des raisons de commerce, soit pour des raisons de guerre, soit pour des raisons de catastrophe. Donc le patrimoine, c'est vivant. Il y a le petit coulis là, la coulis de tomates jaunes et vertes, qui sera servi avec le poulpe, que j'ai déjà cuisiné, mais que je vais poêler. La suite des coulisses sonores de la cuisine ouverte de Tamam Kitchen, c'est à voir et à écouter sur notre site franceculture.fr, avec aussi vos très nombreux témoignages sur ce sujet qui a réveillé apparemment beaucoup de souvenirs de plats familiaux, mais aussi de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Je vais en citer un, Seth Gordini. Il était, nous écrit-il sur Facebook, un enfant des années 80, élevé par des parents divorcés qui réchauffaient des plats préparés. Son récit est à lire en intégralité sur notre page, donc hashtag, avec une bibliographie et puis plein de références. Page réalisée avec Éric Chavreau et Colette Ducart.